Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette webconférence du réseau rural Grand Est. Donc, je suis Louise Blum, animatrice du réseau, co-animatrice du réseau rural Grand Est, arrivée en janvier cette année. Donc, l'objet de cette webconférence, c'est de vous faire connaître une initiative d'un territoire rural. Ça se passe en Haute-Armance, donc ex-Champagne-Ardenne. Et l'idée, c'est peut-être même d'inspirer éventuellement d'autres territoires ruraux. Euh, voilà, quand vous allez écouter ce projet. Alors, le programme de webconférence est organisé par l'ensemble des réseaux ruraux régionaux. Donc, on a eu une première série courant du premier semestre, dont certains ont dû être annulés à cause du confinement, mais ils seront reprogrammés pour la fin d'année. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site du réseau rural. Voilà, vous avez tout dans les actualités, dans l'agenda, vous aurez l'ensemble des webconférences qui vous seront proposées pour cette fin d'année. Voilà, que vous dire de plus? Sachez, donc vous avez la possibilité de poser vos questions donc à droite de l'écran tout au long de cette webconférence. On laisse une trentaine de minutes aux porteurs de projet pour s'exprimer, et puis ensuite il y aura une vingtaine de minutes pour des échanges. Voilà. Si vous voulez absolument prendre la parole, c'est aussi possible. Vous pouvez cliquer en dessous du chat sur plénière, et là, vous pourrez passer en direct pour poser vos questions. L'ensemble des supports de présentation, des vidéos et puis de cette webconférence donc, est enregistré, et tout sera disponible sur le site du réseau rural Grand Est dès la semaine prochaine. Voilà, donc je vais laisser la parole au GAL de Haute-Armance, à Thomas Amblard, et puis de l'association YGREN et également l'association Fais-moi rêver, qui vont vous présenter leur projet. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Donc on s'est réunis tous les trois pour des raisons pratiques. C'est pas très Covid, mais au moins c'est plus simple en termes de connexion. Donc on est là pour vous présenter une initiative qu'on a portée avec l'association éphémère Augustin en 2017-2018. Donc un projet culturel qui s'appelle Aquarelle le Pays d'Hôte. Et donc, on se propose de vous présenter cette initiative sur un format de 20-30 minutes maximum. En amont de ça, Marie-Francis, qui va se présenter, qui est le chargé de mission leader sur le territoire, va vous proposer une petite présentation rapide du territoire pour mettre dans le contexte. Et puis, derrière, on se présentera, nous, sur nos structures, qui on est et quelles sont nos structures associatives. Et puis, on reviendra donc sur l'histoire de ce projet, comment ça s'est mené, comment ça s'est monté, comment ça s'est fait, quels ont été les résultats et quel enseignement on peut en tirer aujourd'hui. Puis, on se laissera une vingtaine de minutes pour des échanges, des questions-réponses. Comme vous a expliqué Louise, vous pouvez interagir sur le côté. Donc, Marie-Francis, sur le territoire. Merci Thomas. Je me présente Marie-Francis Bemanana. Je suis le chargé de mission leader du GAL Haute-Armance. Vous posez la question peut-être où se trouve le GAL Haute-Armance. Le Pays d'Hôte et le Pays d'Armance se trouvent dans la région Grand Est. C'est l'extrême ouest de la région Grand Est. Nous sommes entre le Champagne humide et Lyon. Donc, la principale ville qui est à côté de nous, c'est Troyes et Sens. Notre territoire est composé de 86 communes. C'est un territoire de 18 000 habitants. C'est notre deuxième génération du programme LEADER. Notre programme est se focaliser sur l'économie, la culture, le patrimoine et le tourisme, surtout le tourisme rural. D'où en fait l'accompagnement de notre GAL sur le projet Aquarelle le Pays d'Hôte. Quand Thomas et Augustin sont arrivés au GAL pour présenter le projet, moi personnellement, je suis tout de suite tombé sous le charme du projet. Parce que c'est un très bon projet. Il coche toutes les stratégies du GAL en termes culturels, patrimoine avec les lavoirs, culturel avec la spécificité du Pays d'Hôte
et tourisme parce que ça nous permet de donner la visibilité sur notre territoire. Voilà. Super. Alors, je fais une petite manipulation rapide pour partager l'écran parce qu'on a un petit support de présentation pour que ce soit un peu plus vivant. Alors là, ça devrait passer. Si Louis, tu peux me confirmer de la tête que tout va bien. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, 3 temps, une petite présentation de nos associations, un petit témoignage et retour d'expérience, et puis on se laisse un temps derrière pour faire les questions-réponses. Donc moi, je suis Thomas Amblard, je suis le coordinateur de l'association qui s'appelle Y Grand Est, qui est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale, donc sur des principes d'éducation populaire. On va auprès des gens, on fait des actions de sensibilisation, on essaye d'éveiller à l'esprit critique pour une meilleure compréhension du monde. Et surtout, derrière, on met en place des actions pour permettre des réalisations concrètes et favoriser l'engagement. Ce qui se passe, c'est que c'est un mouvement national qui, sur le Grand Est, a la spécificité d'avoir voulu, dès 2014 et 2016, de manière plus professionnelle, agir sur un territoire rural, donc à savoir le Pays d'Hôte. Et ce qui s'est passé, c'est que l'association a investi un corps de ferme dans un petit village dans le Pays d'Hôte qui s'appelle Shenji. Ce corps de ferme, qui est composé de 3 bâtiments sur un terrain de 4000 m², a vocation à devenir un tiers-lieu et un tiers-lieu au milieu rural. Donc avec cet esprit de favoriser le lien social, de recréer un petit peu des interactions au niveau de nos territoires ruraux, où ça manque de services de plus en plus, mais aussi d'être un lieu, un laboratoire un peu expérimental autour de projets culturels, écologiques, pédagogiques, et de favoriser un petit peu cette dynamique qui peut manquer parfois sur les territoires ruraux, sur les principes de développement durable. Donc, depuis 2016, sur ce bâtiment, sur ce lieu, qui s'appelle la Maison des Alternatives, on organise des programmations culturelles, des concerts, du cinéma, du théâtre, différents temps d'échange autour d'un accès culturel. On organise des événements sur des temps bien spécifiques, ça peut être des temps famille, avec des relations liées à la parentalité ou sur des spécificités plus propres au développement durable, des ateliers autour du jardin naturel, du compost, où là aussi, dans les esprits, dans les principes d'éducation populaire, c'est un apprentissage par le faire ensemble. Donc, c'est des citoyens qui viennent et qui ont un savoir-faire et qui le partagent avec les autres. Et on s'organise autour d'ateliers, d'échanges de savoir-faire autour de différentes thématiques. Et bien sûr, c'est un lieu qui est là avant tout pour recréer du lien, favoriser des rencontres. Donc, à travers tout ce que l'on peut proposer, l'objectif, c'est bien de faire croiser les visions, croiser les habitants, à la fois aussi de pouvoir améliorer ces relations ville-campagne, parce qu'il y a un pouvoir d'attractivité aussi, comme vous disait Marie-Francis, l'agglomération de Troyes est à peine à 30 minutes du territoire. Donc voilà, favoriser ces interactions. Donc voilà ce qu'on fait, donc des dispositifs éducatifs et la gestion d'un tiers-lieu, en essayant de favoriser un maximum des coopérations qui peuvent se créer entre associations, entre structures associatives, et d'amener en fait les citoyens à s'engager pour des projets qui, on espère, favorisent la transition sur un territoire. À toi, Lucien. Alors, bonjour. Alors, moi, je suis à la fois comédien, metteur en scène, mais en même temps, je coordonne l'ensemble des activités de l'association éphémère. Donc, l'association éphémère, c'est une association culturelle, artistique. Au départ, c'est plutôt une compagnie de théâtre, c'est-à-dire que notre activité principale, c'est de créer, de diffuser des spectacles. Voilà, on a un certain nombre de spectacles qu'on joue un petit peu partout, à la fois dans le Grand Est, mais un peu plus loin, sachant qu'un des derniers spectacles aussi, c'était une coproduction avec la Suisse, par exemple. Il y a eu une coproduction aussi avec le Maroc un tout petit peu avant. Mais en parallèle des spectacles que l'on crée et que l'on joue, on a toujours eu une attention assez particulière au fait d'avoir un certain nombre d'actions culturelles et de pouvoir utiliser aussi le théâtre comme outil, encore une fois, pour faire ou du lien social ou pour aller à la rencontre, en tout cas, de personnes qui pourraient en être un petit peu plus éloignées. Et dans ce cadre-là, on a, par exemple, on intervient par exemple avec l'hôpital de Troyes
depuis maintenant 10 ans en ayant 2 artistes qui sont présents tous les vendredis au sein de l'unité de soins palliatifs, par exemple. On travaille aussi également beaucoup avec un outil qui s'appelle le Théâtre Forum, où on fait des spectacles de prévention qui seront là plus souvent diffusés dans le milieu scolaire, par exemple. Et puis, voilà, on a comme ça un certain nombre d'actions et de partenariats assez largement, souvent avec le milieu scolaire, mais pas que, quoi, sous forme de résidence artistique, sous forme de stages, d'ateliers, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est que nous, donc Association d'éducation populaire, on s'installe en fait sur ce territoire du Pays d'Hôte avec la vocation de créer ce tiers-lieu, d'avoir une dimension et d'amener en tout cas cette coopération sur le territoire. Et on arrive à un moment aussi où pour que ça fonctionne, pour que ça marche, il faut aller chercher au plus profond les besoins du territoire, quels sont les manques, quels sont les besoins. Et on se rend compte au bout d'un moment, à force d'aller au contact de la population, à force de rencontres aussi institutionnelles, qu'il y a une vocation, qu'il y a une ambition de créer un projet culturel sur ce territoire, mais que pour X raisons, ça ne fonctionne pas forcément, il y a des difficultés. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on nous lance un peu un défi au niveau des élus en disant, bon, ben, vous êtes un peu nouveau arrivant sur ce territoire, on voit bien votre dynamique, que vous avez envie de faire bouger les choses et que vous pouvez innover sur certains sujets. Ben nous, là, il y a un quoi qu'on a du mal en fait, à pouvoir essayer de faire quelque chose sur cet objet culturel. Allez-y, carte blanche, essayez quelque chose, quoi. Donc de là, comme une forme d'alignement un petit peu des planètes, on ne se connaît pas encore à cette époque-là avec Augustin. Il y a donc toute la loi NOTRe et les projets de fusion, grande région, etc., qui font qu'à un moment donné, il y a une organisation publique en Champagne-Ardenne qui s'appelle l'ORCA, qui est dissoute et qui a un certain fonds et qui décide que ce fonds sera confié à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir monter, lancer et appuyer des projets culturels sur les territoires. Donc la CRES lance un grand appel à projet en mars 2017 sur un format assez novateur là aussi, puisque d'un côté, elle a sélectionné une douzaine d'acteurs culturels, d'artistes, de compagnies artistiques issus du territoire Champagne-Ardenne, et de l'autre côté, elle lance un appel à manifestation d'intérêt pour les collectivités et les associations qui souhaiteraient développer sur leur territoire un projet culturel. Donc nous, en tant qu'association, par rapport à ça, forcément on est intéressé, puisque c'est un challenge qu'on nous donne, qu'on a envie de relever. Donc on candidate à cet appel à projet, à cet appel à manifestation d'intérêt, pardon. Et donc on est convié à aller à Châlons pour faire une forme de speed dating. Donc les acteurs culturels sélectionnés sont là sur 12 tables différentes. Et on a la journée pour passer de table en table, rencontrer les artistes, les compagnies, échanger avec eux pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait, leurs valeurs, sur quoi ils travaillent, ce qu'ils aimeraient monter, et voir si à un moment donné, comme dans les sites de rencontres, où est-ce qu'on peut avoir un peu de foudre et essayer de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Augustin, par son association, lui avait été sélectionné en tant qu'artiste. Voilà, c'est ça. Et qu'on se rencontre autour d'une table et qu'on se rend compte qu'il a fallu aller à Châlons pour se rencontrer, alors que physiquement, Augustin avait rayonné sur l'ensemble du territoire. Enfin, en tout cas, nos 2 associations se situaient à 15 km l'une de l'autre, en tout cas sur le même territoire et dans des villages différents. C'est ça. Et donc, on décide de faire une réponse commune sur ce projet qu'on va vous détailler derrière. Et donc, en avril 2017, on est effectivement lauréat de cet appel à projet qui nous permet d'avoir les premiers fonds et derrière d'aller rencontrer donc Marie-Francis pour boucler ce budget de financement. C'est un projet qui pesait environ 60 000 € sur l'ensemble et de pouvoir lancer un ambitieux projet culturel sur le territoire, participatif avec les habitants. Et ce qui nous a permis, à la fois à travers ce déclenchement de l'appel à projet de la CRES
et du soutien qu'il y a pu y avoir au niveau des programmations leaders et des projets leaders, de pouvoir mettre ça en œuvre. Les objectifs qu'on a lancés derrière ce projet, on s'est retrouvé avec Augustin sur les mêmes valeurs, sur les mêmes visions, en tout cas, qu'on avait les mêmes finalités au cœur de nos projets associatifs. On voulait vraiment créer du lien sur ce territoire. Ce n'est pas juste une approche culturelle vitrine où on va créer, produire un spectacle et puis voilà, on voulait vraiment qu'autour de toutes nos actions, il y ait ces valeurs d'échange, de rassemblement, d'éducation populaire. Hein. On a vraiment cette envie de transmettre et d'être ensemble. Le deuxième objectif qui nous tenait à cœur, c'était vraiment de se rendre compte qu'il y a il y a une richesse culturelle sur ce pays d'hôte. Il y a beaucoup d'acteurs culturels, que ce soit professionnels, amateurs, mais on voulait essayer d'impulser une dynamique et des synergies parce que parfois, chacun se trouve un peu esselé parce que ça manque parfois de liens transverses qui permettent de rassembler. Et puis, il y avait cette vocation aussi, la thématique « À quoi rêve le pays d'hôte ?» Donc, il y avait cette vocation de rêve, d'utopie, de prospection qu'on peut faire sur le territoire. Mais on voulait aussi ramener ça aux personnes, aux habitants, à l'individu. L'idée, c'était vraiment aussi, à un moment donné, de s'arrêter et de se rendre compte à quoi ressemble le pays d'hôte aujourd'hui. Donc, c'était en 2018, en termes d'identité, en termes de vécu, savoir ce qui s'y passe. Et puis, bien sûr, mettre au maximum en avant les habitants. Et à travers tout ça, il y a forcément une attractivité, une mise en valeur du territoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel qui mérite d'être mis en avant. Et l'objectif culturel et artistique, c'était, à travers tout ça, pouvoir proposer une offre de qualité directement sur nos territoires et accessible. Donc, je vais laisser la parole à Augustin qui va nous présenter un petit peu le projet. Là, je vous ai juste ajouté une petite carte pour vous montrer un petit peu le rayonnement, parce que pour nous, ça a été important aussi. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on fait bien une trentaine de communes quand même, donc une échelle importante. Quand on se lance le défi d'aller à la rencontre des habitants, etc., voilà, il y a une dimension, il y a un dimensionnement à prendre, des relais à trouver, une connaissance fine du territoire à avoir. Ça a eu, c'est une des clés de réussite vis-à-vis de ce projet avec Augustin qui connaît très, très, très bien ce territoire. Je vais lui laisser la parole, il va vous raconter un petit peu l'histoire et concrètement ce qu'on a fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un projet qu'on n'avait pas en tête ou dans des cartons, mais qu'on a inventé, qu'on a créé vraiment sur mesure en discutant l'un et l'autre et puis pour l'adapter à ce territoire. Je crois qu'un des premiers constats, comme le disait Thomas, ou dans ce qu'on pouvait entendre, c'était que c'était à la fois un territoire où culturellement ou artistiquement, il se passait peu de choses, et en même temps un autre discours qui était quand on propose des choses, les gens ne viennent pas forcément ou ne s'intéressent pas forcément à tous ces aspects culturels. Donc le point de départ pour nous, c'était de nous dire, mais il faut vraiment partir des gens et des habitants, s'intéresser à eux, aller vers eux, plutôt que de juste proposer quelque chose en attendant qu'ils viennent d'eux-mêmes. D'où cette question d'aller à leur rencontre, de les interroger et de les interroger à propos de leurs rêves. Donc, savoir à quoi rêvent les habitants du pays d'hôte. Donc, on les a interrogés. Ce qui nous intéressait, c'était à la fois de récolter des rêves, de constituer une sorte de grande banque de rêves des habitants du pays d'hôte, les rêves de la nuit, mais aussi les rêves pour le futur. C'est-à-dire qu'on laissait vraiment le champ libre à chacun de nous raconter, de nous livrer le rêve qu'il avait envie de nous livrer. Donc, on est parti sur les routes du pays d'hôte. On est allé dans un certain nombre de manifestations qui existaient déjà sur place. Ça peut être un troc aux plantes, un vide-grenier au marché local, pour interroger les gens. Alors, on les interrogeait, on a récolté les rêves à la fois de manière audio, c'est-à-dire qu'on les enregistrait. À la fois, on a diffusé plein de cartes postales sur tout le territoire et les gens pouvaient écrire un rêve et nous le renvoyer par voie postale. Et puis, on a créé un site internet vraiment dédié aux rêves où les gens pouvaient déposer de manière on va dire anonyme et gratuite leurs rêves de la nuit ou leurs rêves pour le pays d'hôte. Tout ça, ça a constitué une énorme matière, à la fois sonore, à la fois écrite. Et toute cette matière-là,
l'idée, c'était de la reconfier à d'autres habitants du territoire, mais qui seraient des artistes qui avaient décidé de venir vivre sur ce territoire-là, sachant qu'on est un certain nombre, dont je faisais partie, à avoir choisi à un moment donné de vivre sur ce territoire, mais on ne se connaît pas forcément. Et puis surtout, la plupart du temps, on va travailler ailleurs, sur d'autres territoires, alors qu'on a choisi de vivre ici. Donc à un moment donné, il fallait reconnecter. En tout cas, pour moi, c'était important de reconnecter, de redonner du sens au fait que j'avais choisi de venir vivre sur ce territoire-là. Et voilà, il y avait vraiment ce lien-là à retrouver. Donc on a reconfié toute cette matière de rêves récoltés à des artistes qui en ont fait des formes artistiques, qui ont été ensuite présentées lors d'un week-end sous forme d'un petit festival où on pouvait retrouver à la fois de la danse, de la musique, du théâtre, mais toutes ces formes-là avaient été créées à partir des rêves des habitants. Et j'ai demandé aussi à chacun des artistes de travailler avec les habitants dans les restitutions. C'est-à-dire, s'il y avait une petite pièce qui était créée de théâtre à partir des rêves, il y avait voilà, des habitants du territoire aussi qui étaient invités à jouer dedans, avec une contrainte qui était pour chaque spectacle d'être une petite forme de 15 minutes pour 15 spectateurs et pour 15 mètres carrés, qui était répété une trentaine de fois sur l'ensemble du week-end. Voilà, ça c'est toute une première partie du projet. En parallèle de ces rêves, on a aussi travaillé avec un photographe du territoire et l'idée était de constituer une sorte de fiche chronologique, de banque chronologique, en allant photographier les gens et en partant du principe qu'on allait essayer de trouver un homme et une femme de chaque âge de la vie qui habitaient sur ce territoire-là. C'est-à-dire un homme de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on allait photographier au moment où il pensait à ses rêves. Donc tout ça, c'est un grand projet où avec ce photographe, il nous fallait tout d'un coup trouver 200 personnes sur le territoire qui accepteraient d'être photographiées et nous confier leurs rêves. Donc au début, c'était assez facile, on a rencontré un certain nombre de personnes, mais est venu le moment, et finalement qui était le plus intéressant, où il nous manquait des âges. C'est-à-dire, il nous fallait pour compléter notre série, par exemple, une femme de 82 ans. Comment on trouve cette femme de 82 ans? Où est-ce qu'elle habite sur le territoire? Est-ce qu'il y en a une? Dans quel village? Et est-ce qu'elle accepte d'être photographiée? Et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est les habitants eux-mêmes qui se sont emparés du projet pour essayer de trouver ces personnes-là avec nous, de nous aider à compléter notre série, etc. etc. Et en plus, les journaux locaux qui se sont mis aussi dans la boucle pour publier des avis de recherche, pour aider à contribuer au projet. Toute cette série de photos, après, on a eu l'envie de le relier au patrimoine du Pays d'Othe, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec 200 photos qu'on a exposées pendant tout un été dans les lavoirs du Pays d'Othe. C'est-à-dire pour pouvoir voir l'ensemble des photos, c'est l'image que vous avez là, il fallait tout d'un coup arpenter le Pays d'Othe réellement. Arpenter pour aller d'un lavoir à l'autre, redécouvrir le patrimoine, en même temps voir tous ces visages d'habitants du Pays d'Othe. Voilà, ça faisait un parcours d'à peu près 80 km, mais qui obligeait aussi à un moment donné à gravir les collines, à traverser les forêts, à réappréhender vraiment quel était ce territoire dans lequel chacun a choisi de vivre. Parce que interroger l'identité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même aussi au cœur du projet, c'est vraiment se poser cette question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve tous ici sur ce même territoire? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi d'y vivre? Qu'à un moment donné, soit on est né ici, soit on a fait la démarche de venir ici, soit on y est de façon peut-être contrainte. Mais voilà, comment on partage et comment on appréhende tous ensemble ce même territoire? Voilà, chacune des photos, après, lors du mini-festival dont je vous parlais tout à l'heure, a été remise à chacun des habitants. En parallèle de ça, il y a eu encore, ce projet s'est déroulé sur presque 1 an et demi, donc il y a eu plein de rencontres. Ça nous a, on est allé à la rencontre aussi dans les EHPAD, à un moment donné aussi, quand forcément on cherchait des habitants pour notre série photographique qui aurait 80, 90 ans. On allait interroger les gens à la fois dans les EHPAD sur leurs rêves également, en même temps dans les collèges. C'est-à-dire cette contrainte photographique, elle nous obligeait finalement à essayer d'aller rencontrer un maximum de personnes et d'essayer d'oublier personne. Vraiment sur cet aspect intergénérationnel, c'est-à-dire c'était une forme de contrainte qui nous a servi à aller voir toutes sortes de personnes sur le territoire.
Et puis en parallèle, on a aussi essayé de créer tout au long du parcours des moments de convivialité. Là, on voit une photographie où on avait créé une randonnée spectacle où les gens également pouvaient, voilà, il y avait une randonnée dans la forêt, dans ces paysages du Pays d'Othe, avec des artistes qui pouvaient rencontrer à des coins de forêt, par exemple. Et puis des petits concerts aussi autour des lavoirs, autour des temps forts de l'exposition. Voilà. Donc voilà, c'est vaste, ça va un peu dans beaucoup de sens. Après, je pense que certains d'entre vous ont pu voir la vidéo qui était en lien, qui donne aussi une idée un peu plus précise du parcours. C'est vrai que c'est toujours difficile de résumer parce qu'il y a beaucoup de clés d'entrée sur ce projet. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, un projet vraiment qui a duré quasiment 1 an et demi, qui s'est concentré vraiment sur les habitants, sur la valorisation des habitants, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, sur une exposition sur le patrimoine. Donc ça a vraiment mis en lumière, c'est vrai que tout cet été 2018, tout cet été 2018 a fait qu'il y a eu vraiment beaucoup d'attention, en tout cas sur le Pays d'Othe, et l'exposition dans les lavoirs était un prétexte effectivement à organiser des rencontres, à organiser des temps culturels, à organiser des randonnées spectacles, et ça c'était plutôt chouette. À l'issue de ça, on a rassemblé tous les portraits aussi dans la ville Bourg, qui est Aix-en-Othe, au niveau de la halle du marché, qui est une halle Baltard assez magnifique, et on avait réuni donc c'était pas mal d'émotions. C'est la première fois qu'on réunissait donc ces grands portraits qui faisaient 60 sur 80 sur un même site, dans un même lieu. Et là, on avait vraiment pendant 15 jours, 3 semaines sous la halle, au niveau du marché, c'est la dernière photo qu'on voit en bas à droite, tous ces portraits d'habitants avec cette frise chronologique en fait, et c'était assez chouette. Voilà, puis après, le pari vraiment de départ, comme je vous le disais, c'était de s'intéresser d'abord aux habitants, en espérant qu'il y ait un retour, et ce qui a fonctionné parce que forcément, lors des spectacles, la parole était celle forcément de ses voisins ou de quelqu'un de sa famille. Sur les lavoirs, on y allait aussi, on allait parcourir des kilomètres parce qu'il y avait une grande tante qui était, dont il y avait le portrait à tel endroit, ou parce qu'il y avait le cousin ou la grand-mère, etc. Donc forcément, il y avait un lien aussi autre qui fait que les habitants, à un moment donné, se sont sentis investis, ont eu le désir aussi d'aller, la curiosité d'aller à la rencontre des différentes manifestations qu'on proposait. Oh, c'était un peu vite. Voilà. Donc, rapidement, pour resynthétiser un petit peu tout ça en termes de bilan, il y a eu toute cette phase de rencontre avec les habitants, donc, qui nous a pris un sacré bout de temps. Parce qu'effectivement, comme vous l'expliquait Augustin, hein, entre le rendez-vous organisé avec l'EHPAD, entre attendre les manifestations qui existent déjà sur le territoire, le Troc aux plantes, les différentes fêtes de village, etc. Donc, c'est 11 rencontres qui ont été faites auprès des habitants, pour aller récolter les rêves, pour les prendre en photo, avec des stands itinérants. Hein. Ça nous a ramené donc plus de 200 rêves collectés à travers les différents formats. Hein. C'est à la fois sur ces cartes postales qui étaient disséminées un petit peu partout sur le territoire, entre les récoltes audio ou bien les dépôts sur le site internet. Sur notre objectif d'avoir 200 portraits, on en a eu 192, donc on n'est pas passé loin du on a eu du mal à trouver les hommes de plus de 90 ans sur le territoire. Ouais, les femmes sont plus robustes, ça c'est sûr. On a même eu une autre centenaire, oui. Donc ça c'était aussi un chouette coup. Et voilà, une exposition organisée dans les 14 lavoirs, avec tout ce circuit qu'on nous a montré sur la carte. Des créations sonores qui ont été faites aussi, parce qu'avec les récoltes audio, il y a des producteurs son du territoire qui en ont fait des créations sonores, et dans certains lavoirs, on avait la surprise de rentrer, et puis il y avait un système de détection qui fait que, hop, on entendait les voix des habitants nous livrer leurs rêves. Chose importante aussi sur ce projet, c'est qu'on a vraiment tenu et voulu être un maximum locavore, donc l'ensemble des supports, des partenaires, etc., venaient du Pays d'Othe. Donc ça aussi, c'était très important pour nous, en fait, de faire travailler les ressources locales. Voilà, donc après 3 temps de rencontres conviviaux autour de cette exposition qui ont été dispatchés pendant l'été, des spectacles créés autour d'un mini-festival qui a duré tout un week-end, 1000 places assises. Donc là aussi, la surprise a été de voir à quel point ça répondait
quand on organisait ce festival, parce que effectivement, il y a des gens qu'on connaît qui participent à ce spectacle, parce qu'on souhaite découvrir, parce qu'on va récupérer le portrait de la tante Janine qui a participé au projet. Et voilà, tout ça a fait que ça crée une émulation. On était très satisfait et content de voir l'attractivité qu'il y a eu par rapport à la restitution finale. Et puis voilà, l'implication à la fois les relais presse, à la fois sur l'attractivité qu'il y a eu sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, et puis l'implication active de 25 bénévoles, c'est-à-dire qu'à travers nos rencontres et qu'on expliquait le projet, les gens qui disaient oui, mais si vous faites ça, moi ça m'intéresse, et de se retrouver avec 25 personnes qui participent notamment au spectacle et qui intègrent de manière éphémère une troupe de théâtre encadrée par un professionnel et qui elle-même n'avait jamais fait de théâtre. Voilà, c'est vraiment sympa. Décidément, ça va vite. Et tout ça, en fait, sur l'objectif de créer une dynamique autour des acteurs culturels, autour de la dynamique culturelle. Je pense que c'est la preuve, par exemple, qu'on a pu réunir ces acteurs culturels, faire un projet commun sur le territoire, et ça a contribué à remettre un petit peu d'huile dans les rouages au niveau des commissions culturelles qui s'organisent au niveau du Conseil de développement, c'est-à-dire qu'on a intégré ces commissions culturelles, ça a réactivé un petit peu cette dynamique et cette volonté de créer quelque chose à l'échelle du PETR. Derrière, ça aboutit sur la mise en place d'assises culturelles au niveau du Pays d'Hôte et d'Armance. Ça s'est construit, maintenant ça fait 2-3 ans qu'on est régulièrement sur ces commissions et qu'on avance avec d'autres acteurs culturels sur la volonté d'avoir vraiment un socle fort au niveau de notre territoire qui est en recherche d'identité entre ces deux communautés de communes qui sont différentes et qui sont au sein d'un même pays, mais de se dire que le socle culturel peut permettre effectivement de réunir cette unité, cette entité, et qu'on peut s'appuyer là-dessus pour pouvoir développer d'autres projets d'ordre économique, d'ordre social ou ce qu'on veut. Et là, donc récemment, fin d'année dernière, a été voté un projet culturel sur le territoire et a été voté la mise en place d'un office culturel qui reste donc à définir précisément dans les contours, mais qui va intégrer à la fois des citoyens, à la fois des acteurs culturels et à la fois des élus locaux pour définir, permettre et avoir un outil concret sur le territoire afin de développer cet axe culturel sur le Pays d'Hôte et d'Armance. Voilà pour notre petite présentation. Donc après, j'imagine que dans les échanges et dans les questions, on va pouvoir effectivement donner davantage de précision s'il y a besoin d'en donner. Alors, merci beaucoup pour cette première présentation. On a déjà quelques questions. La première qui concerne vraiment le projet, je pense que vous y avez peut-être partiellement répondu, mais combien de personnes avez-vous interrogé au total? Parce que vous avez beaucoup parlé des portraits, mais au niveau des… Combien de personnes on a interrogé au total? On n'a jamais fait les calculs exacts, c'est-à-dire des enregistrements audio. Je pense qu'on en a pas loin de 70-80. Des retours de cartes postales, on est plus dans l'ordre de 300-400, je pense, peut-être 300. Et puis, et des dépôts sur le site internet de Rêve, là, on était, je sais pas, on a dû en avoir une 40aine peut-être. Donc, en tout cas, en termes de matière, on a, voilà, sur tout l'ensemble de ces rêves, voilà, on a, je pense, 300-400 témoignages, quoi. Ce qui est sûr, c'est que des bandes sonores, ceux qui ont participé donc, à la création, ils devaient, donc, dans cette matière, essayer de faire des restitutions des créations sonores. On devait avoir pas loin de 20 heures d'enregistrement. Oui, on est très largement. Et puis après, non, mais c'est difficile à quantifier parce que, par exemple, il y a eu une action aussi avec le collège d'Aix-en-Othe où là, on a des témoignages. Voilà, il y a une personne qui a travaillé avec eux, enfin, voilà, il y a énormément d'élèves qui ont participé, par exemple, sur cette section-là. Donc, voilà. En tout cas, il y en a eu beaucoup de matière. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi les lavoirs? Alors, pour cette partie exposition, pour moi, ce qui était très important, c'était que cette chose puisse être en accès libre et puis en continu.
Et on ne l'a pas trouvé tout de suite où est-ce que ça pouvait se passer, parce qu'on se disait, oui, il y a des salles dans les différents villages, est-ce que c'est dans les mairies, il y a certains endroits où il y a des espaces un peu culturels, etc. Mais la plupart du temps, si quelqu'un voulait faire le parcours, il allait forcément se retrouver face à une porte fermée à un moment donné, parce que s'il le faisait le dimanche, telle mairie était fermée, où il n'y avait pas forcément une permanence. Et à un moment donné, on a eu cette idée de reconnecter effectivement avec les lavoirs, qui est un espace à la fois protégé, qui est un espace ouvert en permanence. C'est-à-dire les photos pouvaient être affichées et en même temps qui reconnectait avec le patrimoine. Et un patrimoine qui est très fort dans le Pays d'Aude, puisque chaque village a son lavoir et chaque lavoir est assez typique et a une histoire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les journaux locaux se sont intéressés à cette histoire-là des lavoirs. C'est-à-dire le journal L'Est éclair a commencé. Là, pour le coup, ils l'ont fait indépendamment de nous ou d'une certaine demande, mais ils ont commencé à raconter l'histoire de chaque lavoir. C'est-à-dire presque chaque semaine, ils prenaient un lavoir du Pays d'Aude et ils racontaient son histoire dans le journal local. Mais c'était vraiment cette idée d'avoir un espace ouvert et couvert en même temps, plus patrimonial. Très bien, merci. Question un peu plus terre à terre. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des finances du projet? Ouais, moi je veux bien y aller. Finances du projet, les finances, tout dépend sur quoi fléchir la question, mais c'est un budget qui avoisine les 60 000 euros pour 1 an et demi. Comme on vous a dit, derrière, c'est des fonds, des soutiens donc, au niveau de la CRES, sur ce qu'on vous a expliqué avec ce fonds culturel qui déclenche le projet. Derrière, donc, une rencontre avec Marie-Francis pour voir en termes leader, ça rentrait effectivement dans toutes les cases, etc. C'est là qu'on comprend comment fonctionne toute cette machinerie autour du leader et qu'on dépose un dossier. La première douche froide, c'est de se rendre compte que le dossier n'est pas jugé non recevable parce que les premiers fonds qui sont apportés viennent de la CRES et que la CRES est jugée association de droit privé, malgré que tout le financement vienne de fonds publics. Donc, c'est la première douche froide. Donc, de là, on se retourne par rapport à la région qui trouve un intérêt aussi à notre projet et qui nous permet un petit financement qui nous permet de déclencher donc, du fonds leader. Et donc, on part avec ça. Et derrière, il y a eu deux financements privés, donc des fondations qui sont venues appuyer ce projet. Les collectivités locales, donc là aussi, par contre, le petit message et le petit mot, c'est que y a le territoire d'action est assez compliqué, puisqu'en fait, nous, on s'est affranchi des limites administratives. Et on se retrouve donc sur 3 communautés de communes différentes, dont une aire urbaine qui dépend de la métropole de Troyes. Et là-dessus, ça a été compliqué parce que Aquarelle le Pays d'Aude fait référence à une identité du Pays d'Aude qui correspond à une des entités. Donc, les autres communautés de communes ne se retrouvaient pas forcément. Et ensuite, il y a aussi, pour le dire de manière courtoise, de la pédagogie à faire parce qu'on présente le projet, on voit tout l'intérêt qu'il y a par rapport à certains élus vis-à-vis de ce projet. Et derrière, à la fin de la discussion, on nous dit « Bon, d'accord, mais si jamais je soutiens financièrement ce projet, qu'est-ce que vous m'apportez en contrepartie? Est-ce que vous pouvez me faire des ateliers gratuits? Est-ce que vous pouvez me faire… » Et en fait, de voir cet aspect culturel uniquement en vitrine en disant « Ok, est-ce qu'il y a un spectacle qui peut se passer chez moi? Est-ce que, sans comprendre en fait toute l'approche et la mise en place et l'intérêt qu'il y a, ça a été un peu compliqué pour nous, ça a été un peu doux, je crois. Donc, au final, les financements directs en termes de collectivité locale représentent 5 000 euros sur un budget de 60 000. Donc, ce qui est relativement peu par rapport, on estime, à toutes les retombées, tout l'impact et toute l'attractivité qu'il peut y avoir à travers ce projet. Et du coup, au-delà des finances, quel a été le rôle en fait et l'implication des élus sur ce projet? Alors forcément, ça dépend. On a rencontré toutes sortes d'élus. On a eu quand même l'appui, en tout cas, d'un élu au départ qu'on allait rencontrer, qui était à la fois
voilà, le maire d'Aix-en-Othe, mais qui était aussi président de la communauté de communes et du PETR, qui en tout cas, lui, a été assez moteur auprès des autres maires et au niveau de la communauté de communes pour essayer de convaincre tout le monde que ce projet avait un véritable intérêt. Et heureusement qu'on a eu cet appui-là. Et après, voilà, suivant les maires, on a essayé d'en rencontrer énormément. Hein. Souvent, on était écouté avec attention, avec plaisir, mais on sentait que derrière, il n'allait pas se passer grand-chose. On a toujours été bien reçus. Oui. En fait, dès qu'on a dû faire l'exposition, dès qu'on a dû faire notre avis de recherche, on s'adressait aux mairies, on s'adressait aux maires parce que c'est eux qui connaissent le mieux aussi leurs habitants, etc. Donc, il y a même, on faisait le compte, on essayait de faire le compte tout à l'heure, mais les 3-4 maires qui ont participé, qui sont dans cette exposition photo, qui sont venus, qui sont déplacés au mini-spectacle. Donc, on a vraiment reçu une attention, mais c'est un petit peu toujours pareil quand on monte ce genre de projet, en fait, sur des petites communes rurales. On a un soutien moral et puis on nous ouvre facilement la porte pour nous dire oui, sûrement lavoir, allez-y, pas de problème. Ou on reçoit un coup de fil du maire pour dire sachez que dans votre lavoir, il y a eu une petite dégradation, il y a un portrait qui s'est détaché, venez le remettre. Voilà, c'était ce genre de relation-là qu'on avait. Et après, la difficulté, comme je vous le disais au niveau des financements, c'est que dès qu'on sortait un petit peu du champ administratif Pays d'Othe, là, c'était plus compliqué. En disant, oui, mais quel intérêt moi j'y trouve, je ne suis pas de la communauté de communes du Pays d'Othe, mais pourtant, d'un point de vue historique, topographique, identité, ça s'y rattache. Là, il y avait un petit peu moins de soutien et un petit peu plus de frein. Mais par exemple, on n'a eu aucun refus quand on a demandé à chacun si on pouvait faire une partie de l'exposition chez eux, etc. C'est-à-dire que tout le monde a été quand même volontaire et voilà, on n'a eu aucun refus, en tout cas. Merci. Et est-ce que vous pensez, vous avez déjà pensé à réitérer l'expérience, à essaimer votre projet? Alors oui, on y a pensé. On y a pensé. Enfin, c'est sûr que ça donne très envie. Effectivement, de pouvoir le reproduire ou d'imaginer les choses. Après, évidemment, sur ce territoire-là, nous, on a comme Thomas le disait, on s'est rencontrés grâce à cet appel à projet. Après, ce qui est sûr, c'est qu'entre nos deux associations, il s'est créé un lien et on a envie de proposer de nouvelles choses ou en tout cas d'essayer d'inventer d'autres expériences. Alors, voilà, ce ne sera forcément pas la même. Là, très concrètement, par exemple, on s'est posé la question, en tout cas dans le lieu à la Maison des Alternatives, d'une saison culturelle pour cet été, c'est-à-dire face au Covid, comment on allait réagir, est-ce qu'on proposait quelque chose ou pas, etc. Donc, on a attendu assez longtemps et puis là, finalement, on s'est lancé il y a seulement 2 semaines en se disant ça y est, les portes s'ouvrent un petit peu et puis on vient de mettre en place, en tout cas, tout un projet culturel pour l'été. Donc, voilà, il y a des liens qui continuent, qui perdurent, on essaye d'inventer des choses et puis sans doute, il y aura des projets de plus grande envergure qui réapparaîtront dans l'avenir, je l'espère. Et il y a 2 choses. Il y a un intérêt aussi je trouve, une approche sociologique super intéressante de se dire pourquoi pas refaire ce projet dans 10 ans, voir ce qui a évolué, voir ce qui change en fait dans les discours et dans l'analyse des rêves projetés. Pourquoi pas faire ce projet sur différents territoires, voir ce qui varie en fonction des spécificités qu'on peut rencontrer d'un territoire à l'autre, etc. Pourquoi pas faire ce projet en quartier prioritaire et voir aussi, souvent, en fait, on peut voir des différences, des dualités par rapport à ces territoires. On se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont très, très, très similaires. Donc voilà, par contre, on ne se voit pas forcément, nous, aller faire ce projet sur un autre territoire. Accompagner des structures qui souhaiteraient avoir la même démarche, etc., c'est quelque chose qui nous intéresserait, oui. Mais aller le reproduire, nous, ailleurs, je ne sais pas si ça aurait beaucoup de sens parce qu'il faut un lien très fort pour que ça fonctionne, il faut un lien très fort et d'attachement, de connexion, de réseau sur le terrain. Donc pour ça, par contre, accompagner des structures qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure, oui, ça c'est quelque chose. Et puis après, on n'y avait peut-être pas forcément plus pensé que ça au départ, mais on a aussi à l'issue de tout ça réalisé un livre qui permet en fait de capitaliser, de réunir un petit peu tous ces portraits, toute cette démarche et tout ce qu'on a mis. Donc un livre qui est remis à pas mal de personnes qui y participent, qui est disponible à l'Office du tourisme et qui nous permet aussi de garder une trace vraiment ancrée, marquée de toute cette expérience.
Et du coup, vous n'avez pas la connaissance de projets un peu similaires qui auraient eu lieu en France hein, ou ailleurs, similaires aux vôtres? Alors, similaire, non, non, on n'en a pas connaissance. Après, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé sur mesure. Donc après, oui, des choses qui partent de la récolte de paroles, il y en a énormément, évidemment. Enfin, je pense que chacun sur tous les territoires. Après, ce qui nous intéressait pour nous différencier, c'est que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que souvent, quand on va chercher de la parole auprès des habitants, on va vers le passé. En tout cas, on va récolter une parole ou on va raconter quelque chose qui est en rapport avec le passé. Et là, c'était vers quelque chose qui soit plus utopiste, c'est-à-dire par la question des rêves, aller vers quelque chose. On est dans de la projection vers l'avant, vers le futur, vers une dimension, voilà, un petit peu différente que celle à laquelle on a l'habitude quand on va faire comme ça de la collecte de paroles. Et en même temps, par rapport à ça, c'est vrai que l'idée, c'était vraiment d'aller sur cette projection. Et on s'est rendu compte, notamment en EHPAD, etc., quand on va voir des personnes très âgées, on revient facilement sur ce qui s'est passé et sur leurs souvenirs, sur ce qu'ils ont vécu. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à travers ce projet, on a développé un autre micro-projet. C'est qu'en ayant rencontré les personnes âgées dans les EHPAD, en fait, il nous est venu comme idée de se dire non, mais en fait, il faut que ce soit les jeunes du collège qui viennent récolter la parole des personnes âgées. Et donc, on a vécu une petite expérience comme ça, où en fait, ce sont des jeunes du collège qui sont venus en fait pour pouvoir discuter, récolter la parole. Et il y a eu vraiment cet échange très intéressant entre les jeunes et les seniors. Et on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la démarche, mais on aurait souhaité, en tout cas aussi intégrer, parce qu'il y a un centre d'accueil de migrants juste à 300 mètres, et voulu faire vraiment ce triptyque, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui était marqué. Beaucoup de seniors étaient arrivés là en fuyant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça renvoyait à des notions de réfugiés, d'exil. Et voilà, il y a quelque chose qui faisait vraiment sens en sachant que voilà, il y avait ces jeunes collégiens, il y avait ces seniors, il y avait ces migrants qui étaient sur un espace de 500 mètres les uns des autres et voilà, il y avait un truc à partager à trois. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont émergé derrière. Et pour revenir un peu au projet, est-ce que vous pouvez nous révéler éventuellement quelques rêves, l'un ou l'autre exemple de rêve, et puis que sont devenus ces rêves aujourd'hui? Alors, il y en a un qu'on raconte souvent parce que je pense que c'est un de ceux qui nous a peut-être le plus touchés. C'était notamment dans un EHPAD, c'est-à-dire une dame qui nous a expliqué que son rêve, c'était d'aller voir la mer et de nager dans la mer. Elle nous disait que toutes les nuits, elle rêvait qu'elle était dans la mer et qu'elle nageait parce qu'elle n'avait jamais vu la mer de sa vie. Et ça, voilà, ça fait partie des choses, en tout cas moi, qui m'ont marqué, qui étaient extrêmement touchantes. Sur l'ensemble des rêves, après, sur le Pays d'Hôte, on a eu beaucoup de choses autour de l'écologie, par exemple, à la fois sur l'écologie et sur l'envie de créer des espaces de rencontre entre les habitants. C'était les deux grandes thématiques qui sont apparues. Et où est-ce qu'on peut voir ces rêves? Il existe toujours le site internet, en fait, on l'a laissé ouvert. Donc, c'est rêvedupaysdhôte.fr, je crois. www.rêvedupaysdhôte.fr. Et dessus, on peut retrouver toutes les photos. Et puis, il y a un accès aussi où on peut consulter, en tout cas, une partie des rêves, ou écouter de la matière audio, etc. Donc, voilà. En tout cas, ce site internet, pour l'instant, on a envie de le laisser ouvert encore un petit moment. Et puis libre à chacun d'aller y jeter un œil s'il en a envie. Mais après, sur des rêves qui ramènent plus à la vocation, à la perspective du territoire, parce qu'à quoi rêve le Pays d'Hôte, il y a effectivement ces rêves personnels qu'on a les uns les autres, et les rêves de construction collective, on va dire. L'idée, c'est aussi voilà, de porter ces messages auprès des élus, de voir à travers des projets qui peuvent se créer. Donc, il y a ce projet de vélo-voie, de tangente en fait sur le Pays d'Hôte, etc. Donc de pouvoir continuer à appuyer ça. Il y a effectivement beaucoup de projections ou d'intentions sur l'écologie. C'est quand même un territoire très dense en termes de forêt. Donc il y avait beaucoup aussi comment on s'approprie
ce territoire de forêt entre chasseurs, quad, randonneurs. Donc, il y a vraiment des choses à réfléchir par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, je pense qu'en tout cas, dans ces récoltes de rêve, on parle souvent de participation citoyenne, etc. C'est un formidable outil politique, du coup, de politique locale, source d'inspiration pour pouvoir, en tout cas, voilà, construire des projections de construction politique sur le pays d'hôte. En plus, le territoire, 22% du territoire est couvert des forêts. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On a fini au niveau des questions. Il y a beaucoup de remerciements pour vos témoignages. Donc, je vous laisse le mot de la fin, si vous une petite conclusion pour ce projet. Ok, petite conclusion à donner. Non, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que je pense que une clé essentielle dans ce projet, c'est d'intégrer le maximum de parties prenantes. C'est vrai que ça met du temps à se construire. Pouvoir intégrer à la fois comme ça des habitants, mais aussi la marge de manœuvre de liberté dans la co-création qu'il y a pu y avoir avec les artistes qui participaient, où oui, on leur donnait des contraintes de format, etc. Mais après, ils ont un potentiel de réalisation vraiment très, très large. Il y a vraiment cet esprit de se dire, OK, on veut co-construire quelque chose ensemble, on veut être co-auteur d'une œuvre commune, mais par rapport à ça, voilà, on trouve nos places, nos postures, nos positions, mais on laisse le champ libre et on fait confiance les uns aux autres aussi pour avancer. Et je pense que c'est ce qui a bien marché aussi avec cette rencontre avec Augustin, et nos deux associations maintenant sont vouées à faire davantage de projets, de partenariats et d'aller ensemble, parce que je pense qu'on se laisse ces espaces aussi. La confiance est acquise à travers toute cette expérience, et ça nous permet vraiment d'ambitionner, d'aller beaucoup plus loin, sachant qu'on a chacun nos spécificités, on a chacun nos compétences propres, et on se fait confiance, et c'est ça qui permet d'avancer davantage. Puis à titre personnel, je rajouterais que pour chacun de nous, je pense que le gain a été énorme, c'est-à-dire à la fois à titre personnel en termes de plaisir pour la construction du projet, mais aussi pour les structures qu'on représente. C'est-à-dire qu'à la fois en termes d'assises sur le territoire, de reconnaissance vis-à-vis des élus, de relations avec le territoire, avec les élus, et puis de relations avec les habitants qui tout d'un coup peuvent prendre connaissance de nos activités sur le territoire. Et puis plus simplement, en fait, on a rencontré énormément de gens sur ce territoire-là. Et c'est des gens qu'on recroise parce qu'on habite le même territoire et pour lequel il y a un petit lien qui est changé. C'est-à-dire, voilà, juste avant de vous retrouver, on est passé au café du coin et on était assis à côté de quelqu'un qu'on avait photographié il y a 2 ans, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire, on le remarque, on se remarque. Il y a un échange, il peut y avoir un sourire ou des fois une conversation qui s'engage, mais il y a des micro-liens qui existent avec plein de gens sur le territoire. Et au niveau du programme LEADER, on a répondu à une des philosophies du programme, la mise en réseau des acteurs, ça y est. On l'a établi au niveau de ces projets entre les acteurs culturels, les élus et les habitants. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est un projet original avec et pour les habitants d'un territoire. Donc, j'espère que ça inspirera d'autres territoires et d'autres acteurs. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée, que le support de présentation et puis la vidéo du projet, tout sera mis sur le site du réseau rural Grand Est et sera envoyé à l'ensemble des participants aujourd'hui aussi. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir participé à cette webconférence et on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Et rêvez tous, hein.